Les transhumanistes partagent souvent une vue très matérialiste de la condition humaine. Ils en appellent à la liberté de l'individu de se transformer, de modifier son corps dont il est le possesseur, entretenant cela quelques affinités avec le mouvement libertarien. Ils croient souvent en la capacité de la technique à résoudre l'ensemble des problèmes de la planète, au détriment, selon certains commentateurs, d'une insistance politique sur le partage des richesses et la réduction des injustices qui serait plus salutaire. Le corps humain et les dimensions matérielles de la vie de l'homme sont plus souvent pour eux des carcans dont il faut s'affranchir que des opportunités de réalisation. Ils propagent parfois une vision très normative du progrès et du devenir humain, nourrie d'idéaux standardisés et matinés d'eugénisme. Certains s'émeuvent des aspects coercitifs et inégalitaires de la société qu'ils appellent de leur vœu. Pour certains et souvent pour eux-mêmes, ils renouvellent l'idéal humaniste hérité de la Renaissance et des Lumières. Pour d'autres, ils le pervertissent en se révélant notamment les fossoyeurs de l'idéal du sujet libre et autonome. Le transhumanisme fait en tout cas depuis quelque temps l'objet de nombreuses attaques ou critiques motivées par des considérations qui peuvent être soit pratiques, comme celles basées sur l'irréalisme de ses prévisions, soit éthiques, comme les condamnations de l'idéologie qui lui est sous-jacente. Post-humanisme. Les premières représentations du post-humain sont directement tirées de l'imaginaire de la science-fiction, notamment du cyberpunk, où apparaissent des humains connectés, surchargés de prothèses en tout genre, mi-homme, mi-machine. L'artiste Stellark a réalisé des machines et des structures qui prennent ce leitmotiv au pied de la lettre. La figure du mutant post-humain, doté de pouvoirs extrasensoriels, apparaît également dans les romans de Maurice Dantec. Pour eux, la mort est une erreur qui doit être corrigée car il n'est pas besoin, il n'est pas besoin de la mort pour être vivant. L'immortalité biologique pourrait créer une surpopulation et donc interdire toute reproduction, sauf pour compenser les morts accidentelles ou s'il venait y avoir une tarification de la vie passée un certain âge, devoir payer pour continuer à vivre jusqu'à ce que les crédits du client soient épuisés et donc qu'il arrive à sa péremption. Selon Jean-Michel Besnier, l'apparition du phénomène des clones, des robots, cyborgs et autres organes artificiels conduit naturellement au constat suivant. La science-fiction d'hier devient notre réalité et l'on se demande déjà comment préserver une définition de l'humain chez ceux que les machines fascinent. Préserver, je me suis relu, préserver une définition de l'humain chez ceux que les machines fascinent. Jean-Michel Besnier perçoit une forme de lassitude, voire de honte, d'être seulement homme. Aux autres qui, au nom d'idéaux humanistes, refusent les progrès techniques, il reproche en revanche leurs inconséquences. N'ont-ils pas cru que la liberté humaine consistait à s'arracher à la nature, ce que la technique permet d'obtenir effectivement? Les métaphysiciens de toujours souhaitent que l'esprit triomphe de la nature. Les visionnaires d'aujourd'hui, proclamant l'avènement du post-humain, annoncent la réalisation concrète de cette ambition grâce à son ingéniosité. L'homme n'aura plus le souci de naître, il s'autoproduira. Il ne connaîtra plus la maladie, les nanorobots le répareront en permanence. Il ne mourra plus, sauf à effacer volontairement le contenu téléchargé de sa conscience. Selon certains, un post-humain serait un être transformé par la technologie en autre chose qu'un être humain. Il pourrait ne pas avoir besoin de naître biologiquement ou pourrait ne pas mourir. Mais Steven Pinker, un neuroscientifique cognitif, interroge: si un chirurgien remplace un neurone par un circuit intégré qui copie fidèlement son fonctionnement, vous ressentez les choses de la même manière et vous vous comportez comme auparavant. Ensuite, il remplace un autre neurone de la même manière, puis un troisième jusqu'à ce que la plus grande partie de votre cerveau soit constituée de puces électroniques. Puisque chaque puce fonctionne exactement comme le neurone qu'elle remplace, votre comportement et votre mémoire ne sont pas modifiés. Pourriez-vous noter une différence? Est-ce que c'est la même chose que mourir? Est-ce qu'une autre entité a emménagé à l'intérieur de vous? Jean-Michel Besnier fait valoir que pour des raisons épigénétiques, les neurobiologistes estiment qu'il ne saurait y avoir de cerveau isolé comme l'imaginent les post-humanistes ou transhumanistes. L'homme est né limité et la technologie va abolir cette limitation en couplant l'homme à ses artefacts. Il s'agit de fabriquer un humain de toutes pièces, et même dans certaines de ses versions, pièce par pièce, de construire un hybride, un cyborg, un humain augmenté, voire illimité. En suivant cela un projet technologique en anthropotechnique, le post-humanisme témoigne globalement d'une confiance illimitée dans les capacités d'Homo faber,
à tout façonner, y compris lui-même, jusqu'à vaincre la mort. Les humains sont de plus en plus déconnectés de la réalité pour être connectés à la virtualité. Et comme ce qui est numérique est en quelque sorte à part de notre temps, c'est-à-dire que les fichiers déposés dans le cloud peuvent tendre vers une immortalité tant que les serveurs qui les conservent sont en fonction. Alors l'humain qui pense pouvoir se transférer comme l'on transfère des données d'un ordinateur vers une clé USB ou inversement, espère ainsi pouvoir incarner son avatar dans la matrice et vivre avec sa conscience téléchargée au sein de ce dernier. L'uploading, c'est l'idée qu'on pourra un jour uploader l'esprit humain dans une machine. C'est en quelque sorte la dématérialisation totale de l'essence de notre être, se transformer en pure information. On est très loin de pouvoir réaliser cet uploading, mais on arrive déjà à connecter une mémoire électronique à un cerveau de souris. Et certaines personnes envisagent d'utiliser ce genre de technique pour soigner la maladie d'Alzheimer. Précédemment, nous avons vu qu'Elon Musk, dirigeant des entreprises SpaceX et Tesla Motors, s'est lancé dans l'amélioration du cerveau dans le couplage de l'homme et de la machine. Un couplage entre organismes physiologiques et code numérique se tisse, induisant une tension instable entre aptitude et mission dévolue d'une part à l'humain et d'autre part aux machines. Neuralink a pour objectif de créer une ou plusieurs interfaces homme-machine de manière à augmenter les capacités cognitives par la pose d'électrodes dans le cerveau, mais ça pourrait aussi servir par la suite d'une quête d'immortalité. Certains pourraient penser qu'après tout, maintenant qu'ils ne font qu'un avec la machine, alors pourquoi ils ne s'y transféraient pas définitivement? Pour revenir à la matrice qui est créée à partir des travaux informatiques dans divers domaines, nous pouvons prendre par exemple les progrès dans le développement des jeux vidéo qui a été spectaculaire ces dernières années. Les graphismes se rapprochent toujours plus de ce qui peut être réel. Les développeurs s'appuient aujourd'hui sur les casques de réalité augmentée afin d'immerger au maximum le joueur dans un autre monde. Le joueur qui joue dans son salon se trouve soudainement dans un autre univers. D'autres incarnent des rôles dans des jeux connectés en ligne, comme c'est le cas pour le Grand Theft Auto 5 RP. C'est un jour la technologie permettant vraiment à un humain de pouvoir télécharger son être dans la matrice informatique qui lui prouve qu'il y serait pour une éternité une fraction du réel, peut-être une immortalité dans un programme informatique. Il y a chez les post-humains une autre idéologie, celle d'une immortalité à deux vitesses. Une partie plus riche vivant dans le monde réel en est augmentée par diverses technologies et une autre plus pauvre s'en transférant dans la matrice. Et à ce moment-là, celui qui, qui, qui est toujours dans le réel détient le pouvoir sur celui qui se trouve stocké sur un autre serveur. Pour revenir un peu plus à la réalité, il y a une envie chez ces personnes de se prendre pour Dieu. Jésus-Christ est ressuscité des morts, passant de mortel à l'immortel. L'idée est là quand une partie des post-humanistes veulent finalement faire ce qui pourrait être catégorisé de suicide biologique pour se transformer en être mécanique, ayant conservé la conscience humaine. Se suicider pour renaître de nouveau de façon immortelle et augmentée. Et cette idée de suicide permettrait aux transhumanistes qui visent une immortalité biologique de se débarrasser de leur souci d'une planète selon eux surpeuplée. Un business considérable prend racine dans les aspirations au bien-être et à l'immortalité. Des auteurs à succès comme Ray Kurzweil, Aubrey de Grey, Université de Cambridge, Roy L. Walford, UCLA, vendent des solutions pour étendre la longévité humaine, d'autres leur service pour congeler les corps en attente de résurrection. Dans la continuité du transhumanisme, les post-humanistes comptent bien dépouiller les êtres humains de leur enveloppe biologique pour vivre dans un monde totalement numérique, notre cerveau serait téléchargé avant d'être débarrassé du corps. Quand les transhumanistes souhaitent remplacer le corps par des augmentations comme des modifications dans l'ADN ou encore des organes artificiels, les post-humanistes, eux, souhaitent supprimer le tout pour éviter à la fois les maladies et la mort. Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Si les post-humanistes venaient à réussir leur projet, tous les participants se retrouveraient sous le joug des sciences et techniques qui auront alors la pleine puissance sur l'évolution de l'homme. Les post-humanistes et certains transhumanistes veulent mettre fin aux religions monothéistes car pour eux Dieu n'existe pas. Ils ne pensent eux-mêmes comme des dieux. Le penseur chrétien Bertrand Vergely se moque de la concurrence que la science prétend instaurer avec la religion. Une chose frappe d'abord dans le projet de mettre fin à la mort. Sa naïveté. Jusqu'à présent que l'on sache, personne n'a encore vu quiconque dans le monde vivre éternellement. Actuellement, la doyenne de l'humanité est une japonaise, Misao Okawa, qui est âgée de 116 ans. Et le record officiel de longévité est détenu par une française, Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans.
De ce fait, comment peut-on dire que la mort va bientôt être supprimée quand sait-on qu'à cela ne tienne, même si rien ne permet de le dire, on y croit. Mieux, on l'annonce. Source: Bernard Vergely, La tentation de l'homme-dieu, Le Passeur, 2006. Toutefois, nous ne pouvons pas nous arrêter sur ce type de pensée, qui explique que ça ne peut pas exister comme jusqu'à présent. Nous n'avons pas encore assisté à ces innovations. Il y a un début à tout, et il est fort possible que dans les années à venir, de nombreuses avancées viennent émerveiller, toucher l'émotion de ceux qui pensaient que c'était impossible. C'est pourquoi, au lieu de dire que ça n'arrivera jamais, il faut se pencher sur le côté éthique de ces annonces. Voulons-nous une humanité à plusieurs vitesses? Ceux qui peuvent vivre éternellement dans un confort, mais aussi ceux qui vivront des décennies dans l'exploitation, afin d'espérer avoir suffisamment de crédit pour avoir une retraite ou offrir à son enfant, sa femme, etc., une vie paisible, une longue vie. Certains me diront que ça existe déjà aujourd'hui. Celui qui a l'argent pour avoir des bons produits d'hygiène, une bonne alimentation et qui professionnellement exerce un travail non pénible peut voir sa durée de vie allongée. Mais comme tout motel, ce dernier n'est pas à l'abri d'une maladie, d'un accident ou d'une mort naturelle. Il est tout à fait juste de souligner qu'en effet, si ce bourgeois, cette personne avec un fort capital venait à tomber malade, il aurait plus de facilité à se payer des soins de qualité, surtout dans les pays étrangers, quoiqu'en France, certains soins nécessitent aussi d'avoir des finances, mais nous sommes tout de même plus couverts que certains pays voisins. Dans son livre La mort de la mort, Laurent Alexandre avance ce qui suit. Il va être difficile dans les prochaines décennies d'éviter une forme de rationnement génétique et biotechnologique, c'est-à-dire une médecine à deux vitesses. Les systèmes de santé ne pourront pas assumer la charge de toute une population de bien portants. Nos économies occidentales à faible croissance auront toutes les peines du monde à assumer cette nouvelle catégorie de dépenses qui exploseront sur les embryons. Les enfants et les jeunes adultes, il va falloir dépenser beaucoup et très tôt dans la vie d'un individu puisque les prédispositions aux maladies seront connues dès la naissance, voire avant par analyse génomique du fœtus. Ce sera une révolution. Les dépenses de santé sont aujourd'hui extraordinairement concentrées sur les personnes âgées. 70% des coûts sont générés par 10% de la population atteinte de pathologies liées au vieillissement. En d'autres termes, les systèmes de santé vont devoir prendre en charge non plus seulement des malades, mais aussi des bien portants demandant à ne plus être malades. Source: Laurent Alexandre, La mort de la mort, op.site. Page 328. Et lorsqu'un client fortuné se présentera pour obtenir ses soins afin de ne pas être malade, et qu'un véritable malade lui attendra qu'on le guérisse, qui sera pris en priorité dans ce système? Et si les personnes transhumanistes venaient à développer une meilleure résistance à des maladies, accepteraient-ils encore de payer des mutuelles, l'assurance maladie, pour les humains naturels? Le post-humanisme est un totalitarisme de la technique. Cette perte d'humanité s'exprime par une sorte de darwinisme où seuls les plus forts sont amenés à survivre, les autres à disparaître. Et comme ces technologies ne sont pas données, alors il s'agira d'un darwinisme techno-économique. Voilà, j'ai terminé enfin la lecture de ce bouquin. C'est quand même un bouquin. C'est maintenant que je vais faire la critique du bouquin. Parce que les gens ils me demandent toujours, voilà, c'est quand que tu vas faire ta critique du bouquin? Moi, je le fais toujours à la fin du bouquin. Alors, moi, je ne vais pas parler vraiment, je vais parler un peu du contenu, mais je vais surtout parler de la forme du bouquin, pas du fond, parce que je ne sais pas vraiment, je pourrais vérifier les sources, mais ça me prendrait des années, littéralement, parce qu'il y a tellement de sources, c'est tellement... il y a un contenu tel, j'apprécie vraiment et je félicite le travail de Vérité et Avenir, parce que ça a dû vraiment être un travail titanesque, et comme on a pu l'entendre, il a dû au moins faire son travail au moins depuis 2013 ou 2016, donc ça fait quand même depuis très longtemps qu'il travaille sur ce bouquin. Euh, Néanmoins, même si il a pu le dire dans certains de ses lives, comme j'ai pu vous l'expliquer, le bouquin, dans l'édition que j'ai pu vous lire maintenant, n'était pas encore clôturé véritablement. Il allait encore ajouter l'un ou l'autre chapitre peut-être sur le Covid, mais le bouquin n'était pas encore complètement terminé. Il y a notamment aussi, j'avais vu sur le bouquin qu'il y avait tout ce qui était la nouvelle économie, les smart cities, idiocratie, c'est ce qu'on avait parlé ici, la puce RFID, le transhumanisme, le posthumanisme, mais il y a aussi d'autres sujets, comme on peut le voir sur la couverture, comme surveillance de masse et individualisme, destruction des valeurs, Blue Beam et pédocriminalité. Donc, en gros, le bouquin n'était pas complètement terminé. Après, si le livre vous a plu,
il est possible que je rachète la dernière version du bouquin, parce que bon, voilà, ça coûte quand même 15 euros, même si en fait, comme j'ai pu vous le mettre en description de la vidéo à chaque fois, c'est disponible sur Amazon si vous voulez la voir comme ça, mais vous pouvez lui demander par email, sur son adresse mail Phenotix Evolution, une version du livre en version PDF, et donc celle-là est gratuite. Moi, je préfère l'avoir comme ça, version Amazon, tout simplement parce que comme ça, je peux l'avoir en version physique devant moi, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué si je dois même lire un dossier comme ça, version PDF, c'est pas toujours incroyable au niveau de la lecture. Alors le bouquin, je sais, il n'est pas terminé. Il y a beaucoup de coquilles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de. J'ai beaucoup galéré des fois parce que des fois, il mettait qu'il y avait des notes de bas de page parce que il disait parce que les notes de bas de page, les sources sont mises au lieu de les mettre en dessous de la page. Et ça, c'est aussi une critique que je peux faire. Il les met vraiment tout à la fin. C'est ça que je comprends pas. Normalement, tout à la fin, c'est censé la bibliographie, mais là, il met les notes de bas de page à la fin, donc c'est un peu galère à chaque fois de passer de sa note de bas de page à chaque fois à la fin, parce qu'il faut vraiment... c'est assez compliqué. Des fois, il met des notes de bas de page, mais les notes de bas de page, quand je regarde à la fin, il n'y a pas de notes de bas de page, donc en fait, ce sont des notes de bas de page qui ne servent à rien, qui sont juste là. Peut-être qu'il les a mis, tu vois, qu'il les a mises peut-être par erreur, hein. Il y a aussi des fautes d'orthographe. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi des fois, il mettait des termes anglais, mais ça n'avait aucun sens puisqu'il parlait en français. Euh, et voilà, donc le bouquin est très bien en lui-même. Il est très, 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 très dense. C'est un bouquin qui est même beaucoup plus dense que le bouquin de Bernard Lugan parce que déjà, le bouquin de Bernard Lugan était écrit en beaucoup plus grand. Ici, c'est écrit en beaucoup plus petit. Et aussi, là, c'est quasiment 600 pages, donc c'est un fameux pavé. Et le problème, c'est que voilà, c'est juste cette histoire de source que je ne comprends pas la logique de les mettre tout à la fin. Et aussi peut-être s'ils pouvaient mettre une annexe. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il met des illustrations, notamment, il y a une illustration qu'il met dans la bibliographie. Mais sinon, moi je vois pas trop la logique. Pourquoi mettre avec les sources une fois une image, puis des fois il met des images. En fait, c'était pour Disney, pour parler en fait des histoires de la pornographie dans les cartoons Disney avec les images subliminales. C'est vraiment au tout début du bouquin. Et là, il met des illustrations en noir et blanc évidemment parce que déjà ça coûte moins cher l'impression en noir et blanc. Mais j'aurais peut-être préféré s'il les mettait en annexe à la fin. C'est peut-être plus logique de tous les remettre à la fin et de les regrouper à un même endroit que de les mettre comme ça aléatoirement. Voilà. Mais sinon, son bouquin, c'est quand même un très bon travail. Et comme j'ai pu le dire auparavant, si ça vous intéresse, j'achèterai alors la version ben, la plus moderne, la plus récente, terminée évidemment, parce que là, je l'ai acheté rapidement, parce que je trouvais que ça pouvait être bien que je lise ce bouquin. Bah après, si vous voulez pas que je lise la suite du bouquin, parce qu'elle sera juste améliorée, alors je passerai alors sur un autre bouquin. Mais ne vous en faites pas, le prochain bouquin ne sera pas aussi long. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.